Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, on va aborder la diagonalisation des endomorphismes et c'est une vidéo dans la série consacrée à l'algèbre linéaire. Alors, euh, allons-y. Alors comme vous savez, quand vous avez un endomorphisme, eh bien, un moyen de l'étudier, c'est d'écrire sa matrice dans une base donnée. Voilà, donc alors l'endomorphisme, c'est quelque chose qui est intrinsèque, mais vous pouvez toujours choisir une base pour écrire la matrice de cet endomorphisme et vous pouvez déduire les propriétés de cet endomorphisme en étudiant, en travaillant avec les bases. Alors l'une des formules importantes, c'est la formule de changement de base. Donc si vous avez deux bases P1 et P2, alors vous avez la matrice de passage de P1 à P2. Donc dans les colonnes C1, Cn, sont données en écrivant les coordonnées des éléments de la nouvelle base dans la base de départ. Donc voilà, donc ça c'est la matrice de passage. Et on a cette formule importante. La matrice de l'endomorphisme dans la base P2 égale à P-1, la matrice de F dans la base P1 fois P, où P est la matrice de passage de P1 à P2. Alors pour utiliser cette formule, vous aurez besoin de calculer l'inverse d'une matrice. Alors il y a plusieurs méthodes pour calculer l'inverse d'une matrice. Alors pour la matrice de passage, eh bien, P-1, c'est aussi la matrice de passage de P2 à P1. Donc ça revient à écrire les vecteurs P2 en fonction de P1 et vous obtenez l'inverse. Sinon, vous pouvez résoudre le système P de x égale à y ou bien utiliser la comatrice. Alors donc, puisque on a le choix de choisir des bases et pour écrire la matrice d'un endomorphisme, la question qui se pose, est-ce qu'il y a des bases particulières où l'expression de la matrice de f est la plus simple possible? Alors la plus simple, les matrices les plus simples, ce sont les matrices diagonales et on a cette définition. Donc, on dit qu'un endomorphisme est diagonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de F dans cette base est diagonale. Donc voilà, vous voyez, on n'a que des termes sur la diagonale et tout le reste égal à 0. Alors les matrices diagonales sont très simples à manipuler. L'inverse de la matrice diagonale, c'est 1 sur lambda i. Donc vous inversez ici. Si vous faites les produits de deux matrices diagonales, ça consiste à faire les produits des éléments de la diagonale. Donc ce sont des matrices. Voilà, alors cette relation, ça veut dire que pour chaque élément de la base VI, f de VI est égal à lambda i fois VI. C'est-à-dire f de VI et VI sont proportionnels. Voilà, donc l'idée ici maintenant, si je veux savoir si un endomorphisme est diagonalisable, je dois chercher les vecteurs qui vérifient cette relation. Donc je dois trouver des nombres dans le corps K, alors ici K c'est ROC, et qui vérifient ça. Voilà, et donc on va partir, trouver le moyen de trouver les vecteurs VI et les lambda I qui vérifient cette relation, et c'est ça l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Alors donc, pour les matrices, une matrice est diagonalisable s'il est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire si vous pouvez trouver une matrice diagonale telle que M égale à P dP-1 où P est inversible, ou bien, cette formule, c'est la même chose que ça. Voilà, alors donc les matrices diagonalisables, ce sont les matrices d'un endomorphisme dans deux bases différentes.
Alors, donc, comme je l'ai dit, donc voilà, on va s'intéresser à ces vecteurs-là, parce que c'est eux qui vont nous donner la base qui va diagonaliser notre endomorphisme. Alors donc, un vecteur propre, on les appelle vecteurs propres, donc un vecteur propre de f, eh bien, il doit être non nul. Ça c'est important parce que cette relation est toujours vérifiée par 0. Vous avez f de 0 égale lambda 0, donc c'est pas intéressant. Et puis on cherche une base, donc il faut que le vecteur soit non nul. Donc il faut qu'il soit non nul et il vérifie cette relation-là. Donc c'est ça un vecteur propre. Donc voilà, c'est dont f de v et v sont proportionnels. Lambda, qui est un élément du corps, s'appelle la valeur propre associée au vecteur propre v. Voilà, donc le but de ce chapitre, c'est de trouver le moyen de trouver les vecteurs propres et les valeurs propres. Et dans les situations idéales, trouver une base de vecteurs propres. Voilà, pour diagonaliser l'endomorphisme. Alors, exemple, si vous prenez cette application de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n vers lui-même, qui consiste à faire f de p égale à x p'. Donc si vous calculez f de xk, donc la dérivée de xk c'est kx à moins 1, si vous multipliez, on va trouver. Donc on voit bien que xk est un vecteur propre associé à la valeur propre k. Voilà, donc ça, voilà un exemple de vecteur propre. Alors, on a aussi cette application, donc si je prends l'espace vectoriel des fonctions C infini, et je définis l'application dérivée seconde. Alors bien sûr, c'est une application linéaire. Et si vous calculez l'image de la fonction cosinus, alors si vous dérivez le cosinus deux fois, vous allez trouver moins cosinus, donc vous allez trouver f de f0 égale à moins f0. Et f de g0, le sinus, la même chose. Et l'exponentielle, eh ben, vous allez trouver. Donc f0 est un vecteur propre de cette application associé à la valeur propre moins 1. G0 est un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. Et voilà, et H0 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Alors, voilà, alors maintenant, si on a une valeur propre, c'est-à-dire si on a trouvé lambda et un vecteur qui vérifie f de v égale lambda p, on va considérer ce sous-espace vectoriel. On va prendre tous les vecteurs de U qui vérifient cette relation. Alors ça, bien sûr, c'est le noyau. Cette relation, c'est f de v moins lambda v égale 0. Donc c'est le noyau de f moins lambda l'identité. Et on sait que le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel. Donc ça s'appelle le sous-espace vectoriel associé à lambda. Et donc lambda est une valeur propre si ce sous-espace est différent de 0. Alors donc lambda il est composé des vecteurs propres auxquels on a ajouté 0. Voilà, alors pour lambda égale à 0, E de 0 c'est le noyau de f, puisque là vous aurez 0. Donc, voilà, et donc si f est un isomorphisme, et bien 0 n'est pas valeur propre. Et il y a équivalence. Donc un endomorphisme est un isomorphisme si seulement si 0 n'est pas une valeur propre de f. Alors, donc voilà, donc ça c'est, on a déjà remarqué, donc si vous avez un endomorphisme, ben, il va être diagonalisable si seulement si il existe une base de E composée de vecteurs propres. Voilà, donc c'est ça la remarque. Si vous avez une base de vecteurs propres, c'est-à-dire f de vi égale lambda vi, ben la matrice ici, vous avez f de vi égale lambda 1 v1, donc f de v1 égale lambda 1 v1 et le reste c'est 0. F de v2 égale lambda de v2 et le reste est 0, etc. Donc voilà. Donc voilà, un endomorphisme est diagonalisable si seulement si il y a une base composée de vecteurs propres. Alors, exemple, ben, l'exemple de tout à l'heure. On a vu que f de 1
c'est 0, f de x, c'est x, et f de xk, c'est k fois xk. Donc, ça, c'est une base de vecteurs propres de cet endomorphisme. Et la matrice de f dans cette base, il est formée par 0, 1. Voilà, alors c'est cet espace vectoriel de dimension n plus 1. Donc, c'est pour ça qu'on a ici de 0 jusqu'à n. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'endomorphisme diagonalisable. Alors, le théorème, un endomorphisme va être diagonalisable si l'espace est la somme directe des sous-espaces propres. Voilà, donc si l'espace est la somme directe des sous-espaces propres, donc ça veut dire que je vais prendre une base ici. Donc il va être formé de vecteurs propres et plus la base de E2. Et donc si je prends la réunion d'une base de E lambda 1 avec E lambda n, je vais trouver une base, voilà. Alors cette condition, puisque si vous prenez deux sous-espaces propres, leur intersection est réduite à 0 parce que vous ne pouvez pas avoir un vecteur qui vérifie f de v égale lambda 1 v et f de v égale lambda 2 v avec lambda 1 différent de lambda 2. Alors comme ces sous-espaces sont d'intersection 2 à 2 vides, donc on a une somme directe ici. Et f va être aussi diagonalisable si on a seulement cette relation-là. La dimension de n, c'est la somme des dimensions des sous-espaces propres. Voilà, donc ça c'est pour le moment, donc c'est des résultats généraux. Alors on va aller vers l'avant et trouver un moyen concret pour décider si un endomorphisme est diagonalisable ou non. Voilà, et donc, justement, le théorème et le corollaire vont être utiles si on connaît un moyen de déterminer les valeurs propres de f et les sous-espaces propres. Alors, on va faire une remarque ici importante. Donc, si vous avez une valeur propre de f, le sous-espace propre associé n'est pas réduit à 0, puisque ça, c'est une valeur propre. Il y a un vecteur propre non nul. Donc la dimension du noyau de cette application est différente de 0. Donc ça veut dire que cette application n'est pas injective. On sait qu'une application est injective si son noyau est réduit à 0. Mais comme ici le noyau n'est pas réduit à 0, donc cette application n'est pas injective. Et on sait qu'un endomorphisme n'est pas injectif si seulement si son déterminant est égal à 0. Donc on sait qu'un endomorphisme est injectif si seulement si son endomorphisme est différent de 0. Alors il va être non injectif si seulement si le déterminant. Donc voilà, on a déjà un moyen pratique. Donc pour savoir si lambda est une valeur propre, il suffit de calculer le déterminant de f moins lambda identité égale à 0. C'est-à-dire lambda est une valeur propre si p de lambda égale à 0, où p c'est ce polynôme-là. Alors il se trouve que le déterminant de f moins x identité, ça c'est un polynôme de degré n. Ça c'est lié aux propriétés du déterminant. Et donc en fait, pour trouver les valeurs propres, je dois trouver les racines de ce polynôme. Et c'est ça l'idée centrale. Voilà, donc ce petit passage-là résume à lui seul la théorie de la diagonalisation des endomorphismes. Donc pour connaître les valeurs propres, il suffit de calculer ce polynôme. Donc là c'est un calcul. On calcule un déterminant. Et on a un polynôme. On détermine ses racines. Et les racines vont être les valeurs propres. Et une fois qu'on a les valeurs propres, on va déterminer les sous-espaces propres et on a résolu le problème. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, donc ce polynôme-là, je l'appelle polynôme caractéristique. Donc à chaque endomorphisme, j'associe un polynôme de degré n. N, c'est la dimension de l'espace dans lequel on travaille. Donc ce polynôme, ça s'appelle
le polynôme caractéristique. Et je sais comment le calculer, il suffit de prendre une base et calculer la matrice de M de f dans la base et faire m moins x l'identité. Et si vous avez une matrice, le polynôme caractéristique se détermine. Donc ça, c'est l'objet central de ce cours, c'est le polynôme caractéristique, parce que justement, les racines de ce polynôme sont les valeurs propres, et une fois qu'on a les valeurs propres, on peut déterminer les sous-espaces propres, et on peut regarder si cette condition est vérifiée. Et donc, si cette condition est vérifiée, eh bien, on aura le fait que l'endomorphisme est diagonalisable. Voilà. Voilà, alors maintenant, comment calculer le polynôme caractéristique d'un endomorphisme? Eh bien, il faut prendre une matrice, prendre une base, et prendre la matrice de l'endomorphisme et calculer le polynôme caractéristique de la matrice, c'est-à-dire le déterminant de m moins x fois l'identité de L. Voilà, donc ça c'est facile. Alors on va voir un exemple. Donc je prends un endomorphisme de R3 dans la matrice, dont la base canonique est donnée par cette matrice. Et je vais calculer le polynôme caractéristique de f. Et bien, le polynôme caractéristique de f, c'est le déterminant de f moins x l'identité. Donc, je prends cette matrice et je fais moins x fois l'identité. Donc, ça revient à faire ici 3 moins x, 0 moins x, 5 moins x, et le reste va rester inchangé. Et donc, je dois calculer un déterminant. Donc là, l'étude de la diagonalisation des endomorphismes se base sur le calcul du déterminant, donc il faut être très à l'aise dans le calcul du déterminant parce que c'est ça qui va nous donner le polynôme caractéristique et les valeurs propres. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je prends la colonne 3 moins la colonne 2, donc je fais ici la colonne 3 moins la colonne 2. Ça va me donner un 0 ici. Et là, je vais avoir moins 2 plus x. Donc x moins 2. Et là, 5 moins x moins 3. Donc ça fait 2 moins x. Alors je remarque que dans cette colonne, j'ai x moins 2 en facteur. Je peux mettre x moins 2 en facteur. Donc il va me rester ici 1 moins 1. Et je fais L3 plus L1. Et donc, je vais trouver, voilà, alors après, je développe suivant cette colonne et je vais trouver mon polynôme. Alors ici, une difficulté dans cette théorie, c'est de trouver les racines des polynômes. Alors, comme c'est un polynôme de degré n, si vous êtes en dimension 2, donc vous allez trouver un polynôme de degré 2, donc là, vous savez comment trouver les racines. Et si vous êtes en dimension 3, vous devez trouver une racine évidente et factoriser par x moins la racine évidente. Donc là, c'est à peu près la difficulté dans cette théorie. Parce que donc, vous aurez à calculer un déterminant. Et ici, on a fait cette remarque qui nous a permis de factoriser notre polynôme. Et donc voilà, on a trouvé ce polynôme. Alors maintenant, si vous avez un endomorphisme, donc les valeurs propres de f sont les racines du polynôme caractéristique. Donc ça, c'est bon, on a compris ça. Et si vous avez une racine, il va avoir une multiplicité. Donc c'est le nombre de fois que la racine apparaît ici par exemple, 2 est une racine de multiplicité 2 et 4 est une racine simple. Donc il aura une multiplicité et on a cette propriété remarquable. C'est que la dimension de le sous-espace propre est supérieure ou égale à 1, ça justement parce que lambda est une valeur propre.
cet espace n'est pas réduit à 0, et sa dimension est toujours inférieure à, à la multiplicité. Donc par exemple ici, vous aurez que pour 4, ben, vous aurez que la dimension du sous-espace propre est égale à 1, puisqu'il va être supérieur à 1 et inférieur à 1. Mais pour 2, le sous-espace propre, sa dimension va être supérieure ou égale à 1 et inférieure ou égale à 2. Voilà, donc ça c'est une remarque importante à noter et il faut toujours l'avoir à l'esprit. Parce que vous aurez besoin de calculer le sous-espace propre. Et bien, si vous trouvez que sa dimension est supérieure à la multiplicité, ben, vous avez fait des erreurs. Et si lambda égale à 1, la dimension est égale à 1. Alors voilà, donc maintenant on a le théorème fondamental de cette théorie. Donc si vous avez un endomorphisme, alors il est diagonalisable si seulement si le polynôme caractéristique se décompose. Alors donc si vous êtes dans R, le polynôme caractéristique a que des valeurs propres réelles et voilà, il se décompose, ça s'appelle scindé. Si vous êtes dans C, cette condition est toujours vérifiée parce que tout polynôme dans C il se décompose. Donc cette condition elle est importante dans R. Si vous êtes dans R, le polynôme caractéristique il doit avoir des valeurs propres réelles. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Et pour chaque valeur propre, la dimension du sous-espace propre est égale à la multiplicité. Donc voilà, donc si vous êtes dans R, vous devez voir les valeurs propres. Si vous trouvez que des valeurs propres réelles, cette condition est vérifiée. Ensuite, pour chaque valeur propre, vous devez calculer le sous-espace propre, sa dimension, et montrer que la dimension, c'est la multiplicité. Voilà, donc c'est ça le théorème fondamental. Dans C, cette condition est toujours vérifiée. Il reste à vérifier ça. Donc en fait, voilà, tous les endomorphismes ne sont pas diagonalisables. Ben, ceux qui ont une valeur propre dont la dimension du sous-espace propre est strictement inférieure à ça, ben, ceux-là ne seront pas diagonalisables. Alors, un cas où le théorème marche, c'est que si toutes les valeurs propres, s'il n'a que n valeurs propres distinctes, donc toutes les valeurs propres sont de multiplicité 1, dans ce cas-là, il est diagonalisable. Donc si vous trouvez un endomorphisme, par exemple si vous êtes dans R, si vous trouvez, vous avez un endomorphisme, vous calculez le polynôme caractéristique, s'il n'a que de racines simples, il n'y a pas de multiplicité, et bien il va être diagonalisable. Alors on va revenir à notre exemple de tout à l'heure. Donc on a déjà calculé le polynôme caractéristique. Donc il a deux valeurs propres réelles, il est scindé sur R, et donc la première condition est vérifiée. Il nous reste à, alors pour la valeur propre 4, ben, il n'y a pas de problème, la dimension du sous-espace propre est égale à 1, donc il n'y a rien à vérifier. Il nous reste pour la valeur propre 2. Donc maintenant il faut que je calcule le sous-espace propre associé à 2 et à 4. Alors, dire qu'un vecteur est dans le sous-espace propre, ben, c'est cette condition. A moins lambda, l'identité V égale à 0, il est dans le noyau de ker de F. Donc je dois résoudre, donc vous devez résoudre A moins lambda, identité fois V. Donc ben, j'écris ça. Donc voilà, donc si je fais A moins 2 fois l'identité, ici, donc il y aura 3 moins 2, 0 moins 2, 5 moins 2, donc il y aura 1 moins 2, 3 à la diagonale et les autres sont les mêmes. Et donc je résous un système linéaire. Et donc je trouve que
Les trois équations sont équivalentes à x plus y plus z, puisque ça va donner x plus y plus z. Ici, ça va donner moins 2 facteurs de x plus y. Voilà. Et ça, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Vous pouvez écrire z en fonction de x, y. Et vous avez une base. Donc, ce sous-espace vectoriel est de dimension 2. Égal à la multiplicité. Donc là, cet endomorphisme va être diagonal. On va juste trouver l'autre, un vecteur propre pour l'autre valeur propre. Je sais que c'est de dimension 1. Et donc, je calcule. Alors, comme vous savez que c'est de dimension 1, il suffit de prendre un vecteur qui vérifie ça. Bon, vous résolvez le système. Voilà, alors donc, voilà un vecteur de la base. Et donc, voilà, cet endomorphisme est diagonalisable. Toutes ces valeurs propres sont réelles. Et la dimension des sous-espaces propres est égale à la multiplicité. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai une base. Je prends ce vecteur avec ces deux vecteurs. Et ça va me donner une base où l'endomorphisme est diagonalisable. Et voilà, j'ai la matrice dans la nouvelle base. Voilà, donc voilà. Alors maintenant, on va résumer tout ça pour donner la démarche à suivre pour étudier si un endomorphisme est diagonalisable. Donc, vous choisissez une base d'abord et vous calculez la matrice A de f dans cette base. Ensuite, vous calculez le polynôme caractéristique. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, vous devez être à l'aise avec les techniques de calcul du déterminant pour ne pas se tromper à ce niveau-là. Voilà, donc vous avez votre polynôme caractéristique. Après, on calcule les racines. Alors, comme je l'ai dit, si vous êtes en dimension 2, vous devez trouver des racines, vous devez calculer delta et trouver les racines. Si vous êtes dans R3, il faut qu'il y ait une racine évidente. Donc vous arrivez à... Voilà. Alors maintenant, deux situations peuvent se présenter. Soit vous avez, par exemple, si vous travaillez dans R, si vous trouvez une valeur propre complexe, vous arrêtez. Bon, l'endomorphisme n'est pas diagonalisable sur R. Et donc voilà. Alors maintenant, si vous trouvez que toutes les valeurs propres sont réelles, vous continuez. Donc si le polynôme s'écrit comme ça avec lambda 1, dans le cas de R, lambda 1 sont réels, vous prenez chaque valeur propre et vous trouvez le sous-espace propre. Donc vous résolvez cette équation. AX égale moins lambda IX. Ça c'est un système linéaire. Alors si vous trouvez une valeur propre pour laquelle la dimension est plus petite que la multiplicité, l'endomorphisme n'est pas diagonal. Si vous trouvez que toutes les valeurs propres, la dimension et la multiplicité, vous avez gagné. L'endomorphisme est diagonal. Il s'agit juste de trouver les bases des sous-espaces propres pour avoir la base globale dans laquelle. Et il y a un cas, donc si vous trouvez que des racines propres simples, vous savez que votre endomorphisme est diagonalisable. Voilà, et donc on arrive à la fin de ça. Alors il y aura une vidéo avec des exercices pour illustrer tout ça. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et je vous remercie.